Monsieur le Président, ce matin, j'ai pris un malin plaisir à regarder les photos de votre enfant publiées sur les réseaux sociaux. Au XIXe siècle, apparaît la photographie. Pour la première fois, un simple clic peut capturer un instant. Mais ces images restaient dans les salons, dans les cadres, dans les albums. L'enfance appartenait encore à la famille. Puis vient l'ère des réseaux sociaux. Aujourd'hui, les souvenirs circulent, ils se partagent, ils se commentent. Et parfois, ils n'appartiennent plus à personne. Et qu'on comprenne bien, je ne viens pas devant vous faire le procès des réseaux sociaux. Ils rapprochent, ils divertissent, ils racontent des vies. Mais une question demeure. Que se passe-t-il quand ce qui circule n'est pas la photo d'un adulte qui a choisi, mais celle d'un enfant à qui personne n'a jamais laissé le choix? Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les assesseurs, nous y sommes. Une enfance, normalement, ça se vit. Chez la famille Parot, ça se filme. Depuis sa naissance, Madame Parot apparaît sur les réseaux sociaux de ses parents. Et en quelques années, la chaîne familiale devient une activité. Mais au centre, il reste deux enfants. Son frère jumeau, oui, s'y investit volontiers. Il rêve de devenir youtubeur. Et là, elle se fait plus discrète. À 15 ans, elle demande à ne plus apparaître et à retirer les vidéos où elle figure. Quelques images disparaissent, et pour le reste, la réponse est simple. Ce n'est pas possible, des contrats sont en cours. Mais est-ce qu'elle l'a choisi? Les parents pouvaient-ils exposer leur fille au monde malgré son refus? L'article 9 du Code civil protège le droit au respect de la vie privée. Et l'enfance en fait évidemment partie. Or ici, avant même de savoir écrire son nom, Internet connaissait déjà celui d'Ella. Et puis à chaque anniversaire, la scène est la même. Le gâteau arrive, les bougies sont allumées, la chanson est chantée, elle s'apprête à souffler. Ah non, non, ça va pas, les bougies sont de travers et puis le cadrage est mauvais. Alors on recommence. Parce que ce qui devait être un souvenir devient une publication. Et ces images continuent de circuler malgré la demande d'Ella de les voir disparaître. La Cour de cassation le rappelle dans un arrêt du 23 octobre 1990, toute personne peut s'opposer à la diffusion d'éléments relevant de sa vie privée. L'intention importe peu, ce qui compte, c'est l'atteinte. Et toute personne dispose aussi d'un droit exclusif sur son image. La Cour de cassation l'affirme dans son arrêt du 12 juillet 2000. Si ce droit appartient à toute personne, alors il appartient aussi à l'enfant. L'article 16 du Code civil rappelle la primauté de la personne. Or ici, depuis sa naissance, elle est exposée sans pouvoir refuser. Orwell imaginait dans 1984 un monde où chacun serait observé en permanence. Chez Ella, ce regard ne vient pas de l'État, il vient de la caméra de ses parents. Mais les parents pourraient répondre qu'ils exerçaient simplement leur autorité parentale. Très bien. Mais l'article 371-1 du Code civil dispose que l'autorité parentale s'exerce dans l'intérêt de l'enfant. Alors, il pourrait ajouter, cette activité a permis à nos enfants de bénéficier d'un meilleur niveau de vie. Appartement, études, épargne, très bien. Mais l'intérêt d'un enfant ne se mesure pas en mètres carrés. Et le luxe de l'anonymat, ça ne se monnaie pas. L'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant le rappelle. L'intérêt supérieur de l'enfant doit être primordial.
pas accessoire. On ne troque pas l'intimité d'un enfant contre un appartement plus grand. Et je dois l'avouer, quand je regarde Ella, je pense à mes années collège. Cette période étrange où l'on essaye d'être quelqu'un, trop de boutons et on devient la calculatrice, quelques kilos en trop et on devient le gros lard. Alors, on se cache un peu, on évite les photos, un jour gothique et le lendemain on s'essaye à la tectonique. Et avec le recul, certaines images me feraient rougir. Heureusement, les seules archives qui existent, ce sont celles dans ma mémoire. Et là, elle les reçoit encore et encore. Une famille a des souvenirs, une chaîne a du contenu. Ici, les deux se sont confondus. Alors, l'article 371-2 du Code civil prévoit que les parents doivent assurer l'entretien et l'éducation de leur enfant, pas avec l'image de leur enfant. Ses parents lui ont toujours répété que tout cela était normal, que ça faisait partie de la norme. Normal qu'un enfant se fasse reconnaître dans la rue. Normal de vouloir la partager. Mais enfin, qu'est-ce que cela signifie normal? Est-ce normal qu'on échoue à un entretien parce que son visage est déjà connu? Est-ce normal que l'image d'un enfant finance un foyer? Et à force de répéter que tout cela est normal, on finit par oublier qu'une enfance n'est pas une ressource. Et pourtant, dans cette affaire, l'image d'Ella a bien généré des revenus. Certains voient dans les vidéos le travail des parents. Alors oui, le montage, la gestion des réseaux, les partenariats, c'est un travail. Mais ce travail n'existe que parce que des enfants apparaissent à l'écran. Ce n'est pas la caméra qui crée la valeur, c'est l'enfant. La loi du 19 octobre 2020 encadre désormais le contenu monétisé mettant en scène des enfants. Parce qu'à partir du moment où l'image d'un enfant génère des revenus, on ne parle plus simplement d'un partage familial, on parle d'une activité. Et si ce que je vous ai exposé paraît encore trop abstrait pour les parents de madame, imaginez la scène. Un écran allumé, une pièce sombre, un homme d'un certain âge, seul. Il fait défiler des images, encore et encore, afin de répondre à une pulsion soudaine, presque animale. Soudain, apparaît la photo de famille de votre petite fille chérie prise à la plage. Pour la défense, c'était un souvenir de vacances. Pour lui, c'est un fantasme. Et non, cette scène est loin d'être fictive. Les enquêtes internationales sur les réseaux d'exploitation de mineurs l'ont déjà montré. Près d'une image d'enfant publiée en ligne sur 2 circule bien au-delà de ce que les parents imaginent. Une image publiée, puis partagée, puis détournée. Et les conséquences, ce sont les enfants qui les portent. C'est pour cette raison que Madame vous demande aujourd'hui que son enfance cesse d'être un contenu. J'aimerais finir en reprenant les mots de Jean-Jacques Rousseau. La nature veut que les enfants soient enfants avant que d'être hommes. Alors, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les assesseurs, si le droit protège la vie privée, si le droit protège l'image, alors il doit aussi protéger l'enfance. Laissez Madame Paru reprendre son enfance. En conséquence, nous vous demandons de constater que la diffusion persistante de l'image de Madame Paru porte atteinte à sa vie privée et à ses droits fondamentaux au sens de l'article 9 et 16 du Code civil. D'ordonner la suppression des contenus la représentant diffusés sur les réseaux sociaux de ses parents, d'interdire toute nouvelle diffusion de son image sans son consentement, de constater que cette exposition lui a causé un préjudice personnel
et dès lors, de condamner les défendeurs à lui verser la somme de 7 000 € en réparation de ce préjudice, sur le fondement de l'article 1240 du Code civil. De les condamner également aux entiers dépens, ainsi qu'à verser à Madame Paru la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.